Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai envie de faire depuis un certain temps et j'hésitais beaucoup parce que j'étais pas sûre que ce soit réellement intéressant pour tout le monde, j'étais pas sûre de comment la filmer, de comment formuler ce que j'ai à dire en fait, et puis je savais pas non plus quel était le bon moment pour la poster et finalement je me suis tout simplement dit qu'il était un petit peu ridicule de repousser en permanence. Désolée, je réponds juste à un truc. Ok. Je me suis dit qu'il était un peu ridicule de repousser en permanence l'échéance et que c'était une vidéo qui à mon sens avait toute sa place sur cette chaîne, une vidéo qui me semblait très utile et pour tout vous dire une vidéo que j'aurais vraiment aimé voir quand j'étais en train de préparer les concours de l'enseignement ou même avant. Alors, pour celles et ceux qui arriveraient sur cette vidéo par hasard ou qui ne seraient pas abonnés sur ma chaîne, en fait voilà, je suis prof de lettres, donc prof de français, mais c'est prof de lettres. Je rappelle que nous ne faisons pas que du français, mais on va revenir là-dessus parce qu'on fait quand même beaucoup de français. Donc prof de lettres en collège-lycée, la raison pour laquelle je suis en collège et en lycée, c'est parce que je suis dans le privé. On reviendra aussi sur pourquoi je suis dans le privé, ne vous inquiétez pas, vu que c'est une question qui revient assez souvent. C'est ma première année en tant que titulaire, l'année dernière c'était mon année de stage, mais j'ai déjà eu des expériences dans l'enseignement avant et c'est très important et on en reparlera également. Et dans cette vidéo, voilà, j'ai envie de parler de certaines choses qu'on ne sait pas quand on se destine à ce métier ou de certaines choses auxquelles on ne pense pas forcément, d'idées qu'on peut avoir qui ne sont pas forcément toujours avérées. Et je tiens à préciser que je fais pas cette vidéo pour décourager les gens, je fais cette vidéo pour que vous vous engagiez dans quelque chose en ayant plusieurs clés en main et que certaines idées fausses voilà, appartiennent au passé, d'accord? Parce que c'est assez, ça peut être, à mon avis, si on n'est pas prêt à la réalité de ce qu'est l'enseignement à l'heure actuelle, ça peut être très douloureux à vivre d'être confronté à la réalité et j'ai pas envie que ça arrive à d'autres personnes en fait. Donc voilà. Alors, premièrement, il y a plusieurs façons d'enseigner. Soit vous êtes contractuel, soit vous êtes titulaire. Quand vous êtes contractuel, il faut avoir, il me semble, un niveau licence pour enseigner. Vous êtes moins bien payé, vous n'avez pas de réelle sécurité de l'emploi dans le sens où si un titulaire veut votre poste, il l'aura. Mais étant donné qu'il y a énormément de postes de contractuels, étant donné que le gouvernement semble vouloir se diriger vers ce système-là, voilà, il y a quand même beaucoup de postes de contractuels qui sont disponibles, énormément, également parce que beaucoup de gens, enfin de moins en moins de gens se destinent au professorat, ce que je peux totalement comprendre. Et voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à vous dire. Et très honnêtement, selon votre situation en fait professionnelle, familiale, financière, selon beaucoup de choses, si jamais vous avez la possibilité en fait peut-être de faire un an en tant que contractuel ou d'effectuer des remplacements, je sais que dans le privé c'est peut-être plus facilement faisable que dans le public. Avant de passer les concours, parce que voilà, pour voir un peu à quoi ça ressemble, c'est quelque chose que je conseillerais fortement. Parce qu'il me semble quand même assez... En fait, il me semble juste fou de s'engager dans l'enseignement sans avoir eu d'expérience de l'enseignement. Parce que ça peut être vraiment très éloigné de ce qu'on s'imagine et la déception peut être immense, la désillusion également, et ça peut entraîner une vraie souffrance pardon, chez les jeunes profs. Et c'est d'ailleurs ce qu'on observe très souvent, notamment pour ceux qui ont le CAPES de l'agrégation. Du coup, quand vous êtes titulaire, bah, par contre, vous avez une sécurité de l'emploi, en gros vous êtes un fonctionnaire, mais vous avez aussi des... L'inconvénient majeur pour moi reste qu'en fait vous ne pouvez pas démissionner, enfin si vous démissionnez en tout cas vous perdez le concours, ce qui est... Enfin, ce qui à mon sens est vraiment très problématique. Donc vous avez bien évidemment le droit de vous arrêter, enfin le droit, on peut vous donner le droit de vous arrêter, c'est ce qu'on appelle des mises en disponibilité, mais encore une fois il faut demander et on vous l'accorde et c'est pas illimité, voilà. Donc pour être titulaire vous avez soit le CAPES ou le CAFEP qui est exactement la même chose que le CAPES, mais enfin le CAFEP c'est la même chose que le CAPES mais c'est pour le privé, soit l'agrégation, voilà. Les épreuves ne sont pas les mêmes, la préparation n'est pas la même et en réalité l'essentielle différence on va dire à l'arrivée, dans la réalité, je parle pas forcément sur le papier, dans la réalité c'est d'avoir moins d'heures et d'être mieux payé. Logiquement il est vrai que beaucoup de gens qui passent l'agrégation en fait la passent parce que alors il y en a qui la passent parce qu'ils ont envie de moins travailler et d'être mieux payés, ce qui est je pense le cas de beaucoup de gens, enfin serait le cas de beaucoup de gens et ce qu'on peut tout à fait comprendre. Mais il y a aussi des gens qui passent l'agrégation avec beaucoup de rêves en tête et j'aimerais
dire avec le moins de violence et de dureté possible qu'il faut faire très attention à ces rêves-là. Personnellement, je ne me souciais guère d'être mieux payée et de travailler moins, même si à l'heure actuelle c'est un choix que je suis vraiment en train de revoir et on reviendra là-dessus. Je voulais en fait passer l'agrégation parce que je souhaitais faire une thèse en étant financée, donc avoir un contrat doctoral en lettres modernes, en littérature comparée pour être plus précise. Et en fait, même si officiellement vous n'avez pas besoin d'être agrégé pour être accepté en contrat doctoral, on m'a vite fait comprendre que officieusement il fallait être agrégé, que les contrats doctoraux étaient très peu nombreux, encore plus en sciences humaines comparé en sciences dures. Et que voilà, c'était l'un des critères importants, avec en plus s'aligner dans la dynamique et les axes de recherche de l'unité doctorale, proposer quelque chose qui correspondait au directeur du jury, être représenté par des personnes qui avaient des relations, enfin bon bref, beaucoup de choses qui en fait sont bien éloignées de ce qu'on s'imagine quand on pense à tous ces... Le contrat doctoral, l'examen sur dossier, l'examen oral, les concours, on pense beaucoup méritocratie, or il n'en est quasiment rien, si je vous l'apprends, désolée mais c'est la réalité. Et donc moi je voulais cette agrégation pour pouvoir faire une thèse et parce que j'avais beaucoup d'espoir de pouvoir enseigner à l'université, étant donné que voilà, j'ai un double master, que j'aime beaucoup la littérature comparée, que je m'intéresse à des axes qui sont peu fréquemment présents au collège-lycée, que j'adore la recherche, que j'avais eu de très bons résultats à mes deux mémoires et que j'avais été encouragée par de nombreux profs à passer l'agrégation et à me diriger vers ça. La réalité c'est qu'en fait la plupart des gens qui ont l'agrégation se retrouvent en collège ou en lycée et ne se retrouvent pas à l'université ni même dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun poste à l'université, parce que les gens qui y sont s'y accrochent, parce que la concurrence est très rude et que bah, tout simplement en fait c'est une question de chiffres, hein, de nombre en l'occurrence, et que ça ne fonctionne pas. Pourquoi je dis ça? C'est pas pour décourager qui que ce soit, c'est pas non plus d'amertume en fait, parce que je pense que certaines personnes qui n'ont pas envie d'entendre les réalités et les vérités que je vais dire dans cette vidéo vont peut-être dire que c'est parce que je suis amère, etc. Alors bien sûr, j'ai de l'amertume face au système et j'ai de l'amertume face au concours et on y reviendra, mais ce que je vous dis là c'est juste la réalité factuelle, il n'y a pas comment dire, d'appréciation ou de... même de... c'est pas du tout subjectif quoi. Donc si vous passez l'agrégation en fait en espérant ou en espérant fortement ou en envisageant presque uniquement comme possibilité de faire une thèse et ou d'enseigner à l'université, je vous conseille fortement de revoir vos choix, vos envies, parce qu'il y a de fortes chances que ça ne se produise pas. Voilà, c'est malheureux à dire mais c'est la réalité. Donc quand je vois des gens qui parlent toujours d'enseigner à la fac, c'est un rêve qu'on peut avoir, c'est des ambitions, des espoirs qu'on peut avoir, il n'y a pas de problème, mais il faut se rendre compte que c'est très peu probable et qu'il y a donc beaucoup plus de chances que vous vous retrouviez en collège-lycée. Et donc, mon point suivant, qui est quand même très important, c'est que j'entends beaucoup de gens qui parlent justement de faire de la recherche, de pas forcément aimer les jeunes, de pas forcément aimer les enfants, ni les adolescents, de pas forcément aimer enseigner, qui n'ont pas l'expérience de l'enseignement et qui pourtant se dirigent corps et âme vers ces concours et qui n'envisagent du coup que la recherche après. Il faut vraiment, si c'est votre position, et je le dis vraiment pour vous éviter en fait de la souffrance après, hein, il faut vraiment là que vous vous remettiez en question parce que ça va pas se passer comme ça en fait. Et vous serez en collège-lycée vraisemblablement, et même la plupart des gens qui intègrent l'université de toute manière font quand même des années en collège-lycée auparavant. Et quand on n'a jamais enseigné, en fait, pratiquement toutes les professions ont un cursus professionnalisant. Et d'ailleurs, pour l'enseignement, on a aussi le parcours MEF, qui est différent du parcours recherche et qui lui prévoit des stages. En fait, même si moi j'ai fait le master de recherche et j'ai donc pas fait le parcours MEF, alors à côté j'ai fait un master de FLE, donc de didactique des langues, didactique de la langue française, et donc j'ai eu des enseignements qui étaient professionnalisants, j'ai eu des stages, je me suis retrouvée confrontée à des adolescents, j'ai dû faire mes séquences et mes séances de cours, j'ai dû apprendre la gestion de classe, j'ai dû apprendre à gérer le temps, j'ai dû apprendre à évaluer, bref, beaucoup de choses qui sont indispensables
Et donc même si j'ai fait le parcours recherche par goût, en fait, par plaisir, et parce que la recherche est vraiment ce qui résonne le plus avec moi, et c'est un réel regret de ne pas pouvoir continuer à l'heure actuelle la recherche, mais même si j'ai fait ça, je pense que ça devrait peut-être être revu. Je suis pas sûre qu'il soit très sain ni très pertinent de proposer qu'autant de gens qui sortent du parcours recherche passent ensuite le CAPES et l'agrégation. Je pense aussi que l'agrégation est totalement à revoir, sachant qu'il n'y a absolument aucune épreuve de pédagogie dans l'agrégation, alors que c'est un concours qui vous destine à l'enseignement. Je pense qu'on a encore cette idée que l'agrégation, c'est un concours qui vous destine à la recherche, à l'élite et plein de choses. Non. Dois-je le répéter, l'agrégation certes c'est un gage, c'est quelque chose de non négligeable sur votre CV, certes c'est non négligeable dans votre emploi du temps et dans votre fiche de paye. Après il faut rester réaliste et se rendre compte que la grande majorité des agrégés sont au lycée. Alors pas forcément au collège, mais sont au lycée. Et croyez-moi, si vous n'avez jamais eu d'expérience de l'enseignement, vous pouvez, quand vous vous retrouvez face à une classe de lycéens, déchanter très rapidement. Donc, je trouve ça alarmant en fait d'entendre, si vous êtes dans cette situation-là, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous avez l'occasion de faire des stages? Est-ce que vous avez l'occasion d'aller observer des classes? Est-ce que vous pouvez discuter avec des profs et des profs différents, c'est-à-dire des profs qui ne sont pas tous dans des établissements privilégiés où il n'y a pas de problème de comportement, où il n'y a pas de problème de niveau, où il n'y a pas de problème budgétaire, etc. Parce que il y a une énorme différence en fait entre la recherche, entre être étudiant et enseigner. Il y a une énorme différence entre aimer une matière, avoir de bons résultats dans votre master et dans votre licence, et être un bon prof, si tant est qu'on puisse définir un bon prof. Et personnellement je sais que si j'avais pas été prof de FLE avant, parce que j'ai exercé, donc j'ai eu mon stage, j'ai eu d'autres expériences et puis j'ai été prof de FLE pendant environ 2 ans, c'était mon travail. Si j'avais pas eu ces expériences là, je pense que enseigner aurait été encore plus difficile que ça ne l'est et que ça ne l'a été durant cette année et l'année précédente de stage. Il est indispensable en fait de réaliser que être prof, c'est à la fois être compétent dans sa matière et passionné par sa matière, mais aussi avoir un rapport aux élèves, s'intéresser à la pédagogie, se remettre en question, accepter de faire des choses qui ne nous intéressent pas forcément, accepter de l'administratif, de la bureaucratie dans un sens, accepter de travailler en équipe, beaucoup de choses que les gens ne soupçonnent pas quand ils pensent au métier de prof. Et je reçois beaucoup de questions en fait d'entre vous, enfin de personnes en tout cas qui me suivent et qui me demandent voilà, moi j'aimerais être prof, mais je voudrais enseigner à l'université, mais moi j'aime pas ci, mais moi j'aime pas ça, etc. Posez-vous les bonnes questions, soyez réaliste, lisez des témoignages de profs, pas pour vous faire peur, parce que c'est aussi un métier génial, où il y a des moments vraiment super, où on rigole avec les élèves, où on leur permet de progresser, où on apprend d'eux, où on fait des trucs en équipe qui sont parfois très intéressants et très motivants, mais c'est aussi un métier très difficile qui n'a rien à voir avec ce que vous connaissez à l'heure actuelle à l'université. Je pense qu'il est vraiment important de le préciser. Ce que beaucoup de gens ne savent pas non plus, c'est qu'en fait quand vous êtes prof, si vous êtes dans le public, alors ça je pense que beaucoup le savent, mais si vous êtes dans le public, vous pouvez être affecté à peu près n'importe où. Et par exemple, si vous vous retrouvez affecté dans des académies qui sont déficitaires en termes de profs, il va être très difficile pour vous d'en sortir, sachant que le système de mutation dans le public est basé sur un système de points. Si vous ne remplissez pas certains critères, vous n'avez pas de points. Si vous n'avez pas de conjoint, si vous n'avez pas d'enfant, si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas d'ancienneté, bon, vous n'aurez pas de points. Et donc si vous vous retrouvez dans une académie qui est déficitaire, même si elle est loin de chez vous, vous resterez dans cette académie. Ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, et c'est personnellement la raison principale pour laquelle je me suis dirigée vers l'enseignement privé. Je précise que l'enseignement privé peut être religieux ou laïque, et que les personnes exerçant dans l'enseignement privé sous contrat sont des fonctionnaires gérés par l'éducation nationale au même titre que les personnes travaillant dans les écoles publiques. Je me suis dirigée dans le privé parce que le système de mutation n'est pas le même, il n'est toujours peut-être pas parfait, il y a beaucoup de choses plus stressantes dans le sens où on a des entretiens dans le privé pour pouvoir muter, mais on a quand même plus de contrôle et
la première répartition est géographique et académique. C'est-à-dire que si vous passez votre concours dans telle académie, vous serez normalement affecté dans cette académie-là. Donc il y a un respect quand même plus présent de l'être humain. C'est plus individuel et personnel dans le privé. Et moi, ça, c'est quelque chose quand même qui me plaît beaucoup. D'autres choses qu'on ne sait pas forcément, c'est que prof, normalement vous aurez 18 heures, mais vous êtes tenu d'accepter les 2 premières heures sup imposées, il me semble, la première, mais je crois que c'est 2 maintenant, donc vous êtes tenu de faire 20 heures en présence face aux élèves. Ne vous imaginez pas qu'en fait vous aurez juste 20 heures de cours. Enfin, vous aurez 20 heures de cours, mais vous aurez aussi des réunions. Vous aurez aussi des journées pédagogiques, vous aurez aussi des conseils de classe, vous aurez aussi des réunions avec des rendez-vous avec les parents et vous aurez aussi des heures creuses où vous êtes tenu de rester sur l'établissement. Par exemple, dans mon cas, j'ai 22 heures de cours, donc j'ai dépassé les 18 heures temps plein, ce que je ne souhaitais pas, mais bon, voilà. Je suis prof P, ce que je ne souhaitais pas non plus, mais bon, voilà. Ce qui veut dire que j'ai du travail en plus. Et je suis présente sur mon établissement sur 3 jours et demi, donc on peut se dire waouh, c'est génial. Alors oui, effectivement, dans un sens c'est génial, mais en fait sur 3 jours et demi j'ai 32 heures de présence, donc je vous laisse imaginer, et 22 heures de cours, donc je vous laisse imaginer en fait à quel point c'est épuisant. Donc les jours que j'ai off en fait après ne me servent à rien si ce n'est à récupérer, à corriger les copies, en période de mi-semestre ou semestre ou trimestre à remplir les bulletins, à répondre aux mails des autres personnels de l'établissement et à préparer les séquences ou séances de cours futures, à aménager ce qui ne correspond finalement pas au niveau, et c'est donc épuisant. Il faut avoir vraiment ça à l'esprit. Il ne faut pas vous imaginer qu'en fait si vous êtes prof vous allez lire vos livres ou lire, enfin peu importe votre matière, mais en gros vous plongez dans votre matière corps et âme, avoir du temps libre pour vous former, pour vous enrichir, pour améliorer vos compétences. Oubliez ça en fait, ça va vraisemblablement pas être le cas, surtout les premières années, et surtout si vous habitez loin de votre établissement, et surtout si vous n'avez pas eu d'expérience dans l'enseignement et qu'en fait vous avez du mal à faire des séquences et des séances de cours, parce que ça c'est quelque chose aussi qui s'apprend quand même un minimum, avec les différents types d'activités, les différents types d'exercices, la différence entre tâches et exercices, les différents types d'évaluation, bref, beaucoup de choses. Donc ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Avoir à l'esprit également qu'il y aura de l'administratif en fait dans vos tâches, et que ça peut être très barbant. Enfin en tout cas moi c'est quelque chose que je déteste. Avoir à l'esprit que vous pouvez avoir des profils très différents d'élèves et que vous allez vous retrouver peut-être avec des élèves précoces, avec des élèves qui ont des troubles de l'attention, avec des élèves qui sont 10, et que vous serez assez démunis face à ça et que ça va vous prendre encore plus de temps d'adapter vos cours et de réfléchir à comment aider ces élèves. Faut aussi bien comprendre que vous n'aurez pas forcément le choix des classes où vous serez affecté, donc vous pouvez avoir des rêves d'enseigner à la fac et en fait vous retrouver en 6e, 5e, 4e. Et ça peut être très douloureux, mais il faut y être préparé. Donc je pense que ce que j'ai envie en fait de dire là, c'est de vraiment voir quelles sont vos motivations, voir ce que vous ne seriez absolument pas prêt à faire, voir ce que vous ne connaissez absolument pas du métier et faire en conséquence. Si vous n'avez aucun goût de l'enseignement, de la transmission, si vous n'êtes pas prêt à être face à une pluralité de public, si vous n'êtes pas prêt à vous remettre en question, et il n'y a vraiment aucun jugement de valeur là-dedans. C'est pas un jugement que je porte sur vous, hein, si vous êtes dans ces situations-là. Pas du tout. Moi, il y a des choses qui vraiment ne m'intéressent pas. Il y a des publics avec lesquels j'aurais beaucoup de mal. Par exemple, je voudrais pour rien au monde passer en dessous de la 4e. Voilà. D'accord, il y a des profs qui détesteraient être en pro, il y en a qui adorent le pro, il y en a qui adorent les 6e, il y en a qui n'aiment pas les classes difficiles, il y en a qui préfèrent les classes dissipées. Moi personnellement j'aimerais beaucoup, j'ai une collègue qui aimerait beaucoup se tourner vers les élèves qui ont des handicaps. Moi c'est pas du tout mon truc, mais par contre j'adorerais me tourner vers des classes allophones, c'est-à-dire des classes qui n'ont pas le français comme langue maternelle. Bref, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, il n'y a pas de jugement de valeur, je tiens à le préciser, mais soyez honnête avec vous-même pour pas vous retrouver après dans une situation que vous allez vivre potentiellement très très mal. Voilà. Et préparez-vous aussi à être assez isolé parce que très honnêtement, à part des profs, personne ne comprend réellement ce qu'on vit, ce qu'on traverse, quelles sont les difficultés.
Et préparez-vous aussi à être pris dans un système, à avoir une hiérarchie, à avoir une direction, et que voilà, c'est pas toujours évident. On a le fantasme du prof qui en fait est libre parce qu'il est seul dans sa salle de classe, donc dans un sens oui, mais en fait vous avez beaucoup de comptes à rendre, vous êtes tenu de respecter des programmes, vous êtes tenu de travailler en équipe bien souvent, et c'est pas forcément non plus pour tout le monde. Voilà. J'espère que cette vidéo aura peut-être été intéressante, en tout cas j'espère qu'elle aura été utile pour celles et ceux qui se posent des questions, j'espère qu'elle vous aura pas démotivé parce que c'est pas le but, mais je pense que c'est vraiment pas rendre service aux futurs profs que d'être aussi opaque sur ce qu'est la réalité des concours, sur ce qu'est la réalité des débouchés et sur ce qui est la réalité tout simplement de l'enseignement. Et moi j'ai pas envie de vous décourager ni de vous faire peur, c'est pas non plus le pire métier du monde, mais c'est un métier particulier, difficile, qui n'est pas fait pour tout le monde et qui ne se résume absolument pas à être passionné par une matière et à vouloir faire de la recherche, lire des articles et échanger à propos de cette matière. Ça n'a juste rien à voir. On a été coupé parce que j'avais trop de choses à dire, donc je vais finir parce que j'ai plus que 40 secondes. Donc je disais, c'est juste dangereux de se lancer là-dedans en n'ayant pas conscience de tout ça, en ayant des objectifs qui sont peu réalisables et en n'ayant aucune expérience de l'enseignement, des enfants ou des adolescents. Et j'avais donc envie de peut-être contribuer et aider certaines personnes à s'orienter différemment, à aménager leur parcours, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller suivre mes autres réseaux sociaux où je parle également parfois du métier de prof. Si vous avez envie que je fasse une vidéo sur les concours et ce que je pense être utile et judicieux pour les préparer, n'hésitez pas à me le dire non plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.